Montluçon. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook. Sur la page RGFM. Il est 7h presque 44 minutes. Tous les acteurs qui comptent dans ce contexte de crise seront nos invités chaque matin à 7h45, bien évidemment en direct. Et ce matin, nous recevons en ligne le maire de Montluçon, Frédéric Laporte. Bonjour. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous ce matin. Évidemment dans un quotidien, j'imagine, bien chargé pour vous. D'ailleurs, quel est l'emploi du temps d'un maire d'une ville comme Montluçon là dans cette période un petit peu compliquée? Vous voyez, ce matin, j'étais en ville à 7h du matin parce que j'avais une première interview dans une autre radio. Mais généralement, c'est plutôt 7h30, 8h moins quart. Je vais à la cellule de crise à l'hôpital 3 fois par semaine à 8h. Ensuite, j'ai la cellule de crise pour la collectivité, puisqu'on a décidé un plan de continuité d'activité. Et puis, il faut aussi mettre un certain nombre de choses en place parce que je pense qu'aujourd'hui, on est loin d'être au pic de l'épidémie, en tout cas sur la ville de Montluçon et la région. Donc c'est encore maintenant qu'il faut se préparer, mettre des choses en place pour pouvoir affronter le gros de la vague qui va arriver d'ici une dizaine de jours ou 2 semaines. Alors justement des mesures, donc elles sont élargies, ces mesures de la part de la ville de Montluçon. Ça a été annoncé en fin de semaine dernière, avec notamment parmi ces mesures la volonté de proposer des solutions d'hébergement au plus près finalement des hôpitaux pour les personnels soignants. Alors l'idée effectivement c'était de soulager au maximum les personnels soignants, à la fois les salariés des hôpitaux, des agents publics et privés, et puis aussi des libéraux, parce que eux aussi ils sont en première ligne même, ils sont même avant bien souvent les hospitaliers. Alors on avait d'abord mis en place des capacités de garde aux écoles Cargomar et Anatole France. Et puis maintenant, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on a eu déjà quelques demandes, d'offrir la possibilité aux soignants de pouvoir dormir sans avoir à rentrer chez eux après leur journée de travail. Donc ça concerne beaucoup les libéraux, je pense, mais peut-être aussi les hospitaliers. Donc c'est pour ça qu'on a distingué. Les hospitaliers, ça sera au LEM, et les libéraux à Einstein, n'est pas à Paul Constant, comme j'avais pu l'imaginer au début, à Einstein, sont plus appropriés. Voilà, donc ça c'est deux choses importantes. Et puis j'ai aussi réussi à trouver une entreprise montluçonnaise qui produisait du gel hydroalcoolique pour en quantité pas très importante, mais en tout cas pour les soignants, ça pourra faire l'affaire. Donc j'ai déjà donné les coordonnées à un certain nombre de soignants que j'ai pu rencontrer samedi. Et s'il y en a d'autres, ils pourront me contacter directement, et comme ça je pourrai leur donner les coordonnées de cette entreprise, sachant que je veux pas le faire à l'antenne pour la simple et bonne raison que je veux pas qu'ils soient victimes d'un vol ou d'une attaque. Oui, bien sûr. C'est une période un petit peu compliquée. En termes d'hébergement des soignants, c'est qu'il y avait une vraie demande, ça vous était remonté en tout cas? Oui, j'ai eu une demande directe, personne qui était un peu affolée. Et puis, si vous voulez, c'est pas un afflux massif, bien sûr, parce que je pense que même les soignants hospitaliers, qui depuis longtemps parlent de médecine de guerre, ne mesurent pas encore l'impact de tout ça, mais j'ai entendu parler que dans certaines régions, les infirmiers et infirmières étaient réquisitionnés et surtout confinés pendant 15 jours à l'hôpital sans pouvoir sortir. Donc il y a vraiment des mesures extrêmement fortes à prendre. Moi, c'est des capacités que je propose. J'impose rien à personne. Ça sera à la demande, et après ils feront comme ils le souhaitent. Mais ce que je veux le faire, c'est avant. Ça se gère une crise, ça se prépare. Je pense que c'est un peu manqué au niveau national, c'est clairement. Donc nous, on a la capacité de pouvoir le faire. Donc voilà, on prépare un certain nombre de possibilités. Après, elles seront utilisées ou pas. Ça, c'est selon le choix des professionnels. De la même manière que j'ai eu des médecins hier, en toute fin de journée, vers 20h, et on a discuté ensemble de l'ouverture d'un cabinet dédié aux consultations Covid-19, c'est-à-dire là où des médecins, pas forcément tous, mais des médecins pourront recevoir tous les patients de Montluçon qui suspectent d'avoir cette pathologie. Plutôt que d'aller dans chaque cabinet libéraux, on va essayer de concentrer ça sur un seul site. Ça fera beaucoup moins de décontamination à faire, beaucoup moins de risques à prendre. Donc je vais travailler sur cette possibilité dans la journée. Et on a identifié évidemment la maison de santé de Benassi, puisque malheureusement elle n'est pas encore ouverte.
Donc on a un local qui peut s'y prêter très facilement. Donc là, ça va être un de mes travails de la journée, voire pour cette mise en place. Ouais, qui fonctionnerait comment en fait? C'est des médecins venant de différents cabinets qui viendraient assurer des permanences finalement? Exactement. Exactement. Voilà, il faudrait qu'on organise ça autour, même des retraités, hein, pourquoi pas. Enfin, tous les médecins qui ont un peu de temps disponible, par demi-journée ou par 2 heures, pourraient assurer ces consultations. Donc, c'est pour ça qu'il faut y travailler rapidement, puisque entre nous, comme chacun sait, il y a déjà des cas positifs à Montluçon, déclarés en tout cas. Des cas positifs, il doit y en avoir d'autres, mais qui ne sont pas forcément déclarés. Donc là, il est temps de mettre ça en place. Ça fonctionne par ailleurs sur certaines autres villes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'étudier cette possibilité, sachant que ça ne peut être valable que si les professionnels s'en emparent ou ont la capacité à la gérer. Hein. Parce que moi, je ne peux mettre que les locaux à disposition, des locaux du matériel, du mobilier, un peu, voilà. Mais je peux pas aller au-delà. Je peux pas faire moi-même les consultations. Ouais, donc le lieu d'accueil unique pour les personnes susceptibles d'être porteuses du Covid-19, voilà sur quoi vous allez travailler donc, on l'a bien compris, avec les professionnels de santé. Vous l'avez dit, il y a des cas positifs à Montluçon, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, il faut je pense que tout le monde s'en rende compte puisqu'on est beaucoup nous sollicités, est-ce qu'il y a des cas à Montluçon, etc. Tout le département de l'Allier est aujourd'hui touché de toute façon, Frédéric Laporte. Tout le département est touché, évidemment. Il y a 2 cas déclarés à Montluçon. Voilà. Je vais à la cellule de crise à l'hôpital dans 10 minutes. J'en saurai peut-être un peu plus, mais donc il n'y a pas de quoi encore s'affoler dans le sens on n'est pas 50% de la population n'est pas touchée. Mais ça veut dire que toutes les préconisations de confinement qui sont demandées, c'est même plus des préconisations, c'est des obligations. Il faut les respecter au maximum, pour pas dire totalement, parce que je pense que c'est extrêmement important. C'est la meilleure protection. Ça et l'hygiène des mains, c'est les 2 meilleures protections. Donc il faut absolument les respecter. C'est vraiment important. Nous, on va essayer de travailler, comme vous le savez, comme je l'ai annoncé, sur la mise en place d'un numéro vert, où chacun pourra téléphoner pour avoir des informations. La difficulté qu'on a, c'est pas la mise en place du numéro vert, c'est d'avoir des équipes qui puissent répondre, c'est-à-dire donc des agents de la ville qui puissent répondre. Donc il faut constituer l'équipe et surtout que celle-ci soit informée. Parce que c'est pas le tout d'avoir un numéro vert. Si on tombe tout le temps sur le répondeur et 2, on tombe sur quelqu'un qui est pas capable de répondre aux questions, c'est pas satisfaisant. Donc ça, on va travailler ça sur les 48 heures qui arrivent, hein, la constitution de cette équipe. Et puis aussi, en lien avec les associations d'aide à la personne, recenser un petit peu les personnes isolées, âgées ou en difficulté, pour pouvoir faire un suivi. Alors pareil, avec des agents de la ville, les appeler régulièrement, 1-2 fois par semaine, peut-être plus si on y arrive. Mais bon, donc là, l'idée, c'est vraiment de créer une zone de veille, une cellule de veille pour pouvoir suivre ces personnes. Alors je ne parle pas d'aller leur chercher à manger, des choses comme ça, parce que pour le moment, évidemment, mettre en danger les agents de la ville, c'est pas forcément une solution. C'est un peu recensement, un peu comme ce qui se fait pour la canicule, on passe un coup de fil de temps en temps pour être sûr que tout va bien, quoi, en gros. C'est sur cette base-là qu'on constitue notre fichier de départ, effectivement, mais le problème du fichier canicule, c'est de l'auto-déclaration. Ouais. C'est des gens qui ont téléphoné ou qui ont donné leurs coordonnées pour qu'on les suive. Bon, là, le problème, c'est que je crains que ce ne soit pas suffisant. Et puis, l'ampleur de l'épidémie est tellement importante que on ne peut pas se permettre d'attendre. Vous voyez, les gens ne se rendent pas compte. Quand il fait chaud, les gens se rendent compte qu'ils peuvent avoir un problème. Là, les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir un problème. Le virus, par exemple, on ne le voit pas. On ne le ressent pas. On le ressent quand il est trop tard, bien souvent. Donc, c'est à nous d'essayer de provoquer cette autodéclaration, ou en tout cas aller chercher des gens qui sont dans la difficulté. Après la distribution des repas, il y a des entreprises qui le font, donc ça je pense que c'est important. Je pense aussi qu'il y a des magasins qui font de la livraison. Il faut aussi travailler là-dessus. Et puis moi je crois beaucoup, et c'est pas un vain mot, à la solidarité des voisins. Là c'est le moment, plutôt que de s'enfermer totalement, on peut peut-être appeler son voisin au téléphone, frapper à la porte pour voir comment ça va régulièrement. Je pense que c'est aussi le moment de retrouver une certaine humanité
et que chacun s'intéresse un peu plus à l'autre plutôt que de rester totalement confiné. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller lui serrer la main, lui faire la bise, hein, évidemment, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais un petit coup de fil de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, un petit coup de fil ou parler à travers la porte, hein, ne serait-ce que ça, qu'il y ait des échanges. Et je pense que ça, c'est aussi une des mesures de protection les plus importantes. Hein. Bien sûr. Et en tout cas de lien le plus important. Et puis après, évidemment, quand on constate qu'il y a un problème, il faut évidemment tout de suite téléphoner. Le numéro vert sera une des solutions, mais il y a le 15, hein, je vous rappelle, c'est le 15 qu'il faut faire pour informer, et puis aussi la police qui peut être prévenue. Vous parliez tout à l'heure de respect du confinement. Est-ce qu'on peut envisager à Montluçon, comme c'est fait dans certaines communes qui sont sans doute plus touchées, mais comme ça pourrait être aussi généralisé en France, de mise en place d'un couvre-feu, on sort plus à partir de 18h, de 20h, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? À laquelle? Écoutez, oui, alors il y a deux mesures auxquelles qui vont être prises dans la semaine, hein. C'est le couvre-feu et l'arrêt des marchés, marchés alimentaires, hein, sur toute la semaine. Pourquoi c'est pas pris encore? Parce qu'au niveau national, il n'y a pas eu de directive bien forte de ce point de vue-là. Maintenant, c'est vrai que ce week-end, samedi, ont eu lieu les premiers couvre-feux, dans des villes comme Nice, donc ça n'a déjà rien à voir avec Montluçon, malgré tout. Hein. Mais moi, je l'étudie sérieusement, effectivement. Bon, sachant que moi, je sers tous les jours, je constate qu'il y a effectivement quelques personnes qui sont dans les rues. Bon, j'ai pas noté non plus des dizaines et des centaines de joggers ou des gens en vélo, enfin, ou des familles entières qui se promenaient. Bon, je suis pas allé à l'étang de Sceaux, par exemple, ce week-end. Mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est relativement respecté. Mais à titre personnel, je suis prêt à mettre en place un couvre-feu cette semaine. Et puis l'autre problème, c'est les marchés. On m'a signalé malgré tout que même si des gens avaient mis en place des modes de protection, c'était pas forcément l'idéal. Bon, je n'y suis pas allé un samedi. Donc moi je vais discuter un petit peu avec tout le monde ce début de semaine, et peut-être qu'on interdira aussi les marchés. C'est aussi, si c'est vraiment par là qu'il faut en passer pour protéger au maximum, je pense qu'il faut faire des efforts pendant 4 semaines. Vraiment se calfeutrer chez soi, se priver de beaucoup de choses. Et si on arrivait à ne pas avoir de décès à Montluçon, et si on arrivait à avoir très peu de personnes contaminées à Montluçon, ce serait ça notre victoire en réalité. Hein. Bien sûr. Pour une fois, l'enclavement nous servirait peut-être un petit peu. Ça serait pas mal, parce que on sent bien que par rapport à d'autres régions, on est beaucoup moins touché aujourd'hui. Oui, bien sûr. En tout cas, donc réflexion sur la possibilité d'un couvre-feu, réflexion sur l'arrêt des marchés également. C'est ce que vous annoncez sur notre antenne ce matin également. Et puis il nous reste 30 secondes juste pour parler. Les commerçants souffrent. On en a parlé dans le journal tout à l'heure. Il y aura un geste qui sera fait par la ville avec l'exonération de droits de terrasse. Ça sera en tout cas soumis au vote du conseil municipal. Exactement. Stationnement gratuit pour les habitants, et puis toutes les taxes que perçoit la collectivité sur les commerçants. On va essayer de mettre en place une exonération sur la période jusqu'au 30 juin, parce que je pense qu'on peut élargir un petit peu. On peut, j'allais dire, faire un avoir sur 30 jours, non, 3 mois, un trimestre. Je pense que ça serait une bonne chose. Et puis après, j'imagine qu'il faudra repartir, et nous on travaille déjà sur le redémarrage. Donc on imagine le premier week-end de juin faire une grande fête du centre-ville, une grande fête du commerce. Parce que je voudrais quand même dire une chose importante de ce point de vue-là. Ne passez pas votre temps sur Internet à acheter des habits ou autres biens sur Internet. Vous n'avez besoin de rien actuellement puisque vous êtes confinés chez vous. Par contre, dès le mois de mai, les magasins montluçonnais vont rouvrir. Et là, vous pourrez aller chercher tous ces biens dans les magasins montluçonnais plutôt que de les acheter sur Internet. N'oubliez pas que les commerces de centre-ville et les autres aussi, c'est le tissu social et économique de notre ville. Si on n'y fait pas garde et si on ne prend pas un minimum de précautions avec ces professionnels-là, un jour ils disparaîtront, et c'est l'ensemble de la ville qui en souffrira à ce moment-là, même nous les consommateurs. Donc à un moment donné, c'est à nous, à chacun d'entre nous aussi là d'être responsable.
Merci Frédéric Laporte d'avoir été avec nous ce matin. Je vous propose éventuellement que de temps en temps comme ça on fasse un point parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions et l'interview a été très suivie ce matin, notamment via les réseaux sociaux. Donc merci d'avoir été avec nous et on refera un point bien évidemment dans les prochains jours. Je suis à votre disposition entière, vous le savez. Merci beaucoup. 7h58, Frédéric Laporte, maire de Montluçon, interview que vous retrouvez en podcast sur notre site internet. On est reparti et on se retrouve d'ici 5 minutes pour l'info locale. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences